Bienvenue Mariama et merci d'être avec nous aujourd'hui dans notre podcast On fait le point. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours en éducation financière? Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'avoir répondu à cette invitation-là dans votre podcast. Donc, ravi également de pouvoir échanger avec votre audience. Donc, moi, c'est Madame Mariama Ndiaye, comme vous l'avez si bien dit, éducatrice financière certifiée, mais également planificatrice financière agrégée à la CF Board. Et ma mission actuelle, n'est-ce pas, c'est d'accompagner en tout cas les particuliers à une meilleure gestion de leurs finances personnelles. Bien sûr, mon parcours, il est assez, on va dire, classique. Donc, j'ai fait mon parcours académique à l'Institution Immaculée Conception de Dakar, où j'ai eu mon bac en gestion, mais également CAP en comptabilité, BEP en comptabilité, pour finalement commencer mon parcours professionnel au Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAC, où j'ai eu mon master et ma licence dans la même filière, donc comptabilité et gestion financière, pour finalement commencer mon parcours professionnel dans plusieurs entités de la place. Tout d'abord en banque, puis finalement dans certains cabinets de la place, pour finalement créer mon propre cabinet qui est ZeroTribe, qui est une société d'éducation financière. Et notre mission principale, c'est l'autonomisation économique des jeunes et des femmes par le biais de l'éducation financière. Et comment nous faisons ça? Par différents types de services, donc des services de formation, programmes de formation, programmes de bien-être pour les entreprises, pour les ONG, mais également des programmes de formation, de renforcement de capacité pour les entrepreneurs, mais surtout aussi des services d'accompagnement personnalisé, donc de conseils en gestion de patrimoine et de gestion de finances pour les couples, les entrepreneurs, les professionnels, et finalement, récemment, des services de vulgarisation financière pour les institutions financières, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, que l'éducation financière numérique est très importante pour l'acquisition et la rétention de leur clientèle, surtout les jeunes. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans la gestion financière, dans la gestion des finances personnelles plutôt? Je crois, comme j'ai l'habitude de le dire, que ça vient en fait d'une problématique personnelle. Donc, comme vous l'avez si bien vu, j'ai un parcours purement financier. Donc, par habitude, on a tendance à croire que parce qu'on est comptable, facilement, on doit gérer naturellement nos finances personnelles de manière casuelle. Et ce qui s'est passé, c'est que dès mon premier emploi, quand j'ai reçu mon premier salaire, je suis passée comme par tout le monde au rythme du premier salaire. Et moi, ça m'a travaillé une période et je me suis dit, mais quand même, on a une réelle problématique. Au Sénégal, on aime l'argent, mais on n'aime pas en parler et surtout, on ne sait pas comment le gérer. Et quand j'ai regardé autour de moi, il m'arrivait de voir même mes dirigeants, mes directeurs et tout, d'avoir de très bons salaires, mais quand même, ils sont dans une situation de précarité financière, bizarrement, paradoxalement. Donc, ils peuvent avoir des 2 millions, 3 millions de salaires avec des prix, mais avant même le 15, ils sont à sec. Donc, j'ai remarqué que c'est une réelle problématique. Et autour de ça encore, les entrepreneurs, tout le temps, ils sont 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le même domaine sans évolution. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vu que c'est une réelle problématique qui ne me concernait pas moi. Et comme un de mes mentors a l'habitude de le dire, l'entrepreneuriat, c'est répondre à un problème par une solution pour réussir. Raison pour laquelle j'ai créé ZeroTribe pour régler cette problématique-là, n'est-ce pas, de tabou déjà, briser ce tabou de l'argent dans la communauté africaine, mais surtout aussi de proposer des solutions qui permettraient, n'est-ce pas, aux jeunes, aux femmes et surtout à tous les acteurs de notre société de pouvoir atteindre la stabilité financière par le biais de l'éducation financière. Très bien. Alors, quels sont les principaux défis financiers auxquels les dirigeants sénégalais sont confrontés? Pour les défis financiers, comme vous le savez, c'est déjà la pression sociale. Oui, la pression sociale. Parce que dès qu'on est entre guillemets dirigeant, on veut se montrer sur son beau jour. Donc, on veut déjà impressionner les gens autour de nous, avoir une très belle voiture, avoir un grand bureau avec la clim, avec un personnel, alors que l'entrepreneuriat a ses réalités. Donc, quand on débute, c'est pas forcément que ça va marcher, même si au fil du temps, ça peut marcher. On n'a pas forcément cette traction financière dès le début, ce qui fait qu'aujourd'hui, si très tôt, on se laisse la pression de la famille, la pression sociale, en pâtir en fait sur notre mentalité, on s'engouffre financièrement. Donc déjà, il y a ce problème de pression sociale qui joue en fait dans nos décisions financières, mais également le manque d'organisation et de planification. Et ça peut toujours être lié au manque d'éducation financière. Parce qu'un dirigeant aujourd'hui, pour en tout cas atteindre une certaine croissance, il faut savoir bien planifier en fait son activité, que ce soit financièrement, que ce soit également
avec le personnel, que ce soit également en matière de logistique. Donc aujourd'hui, s'il y a ce manque de planification, ça va se faire ressentir. Parce qu'on aura tout le temps ce qu'on appelle dans le jargon des tensions de trésorerie. Et tout le monde le sait en matière d'entrepreneuriat, surtout au début, cash is king. Le cash flow, si on ne le maîtrise pas, il y a énormément de problématiques sous-jacentes qui vont venir. Et finalement, il y a ce problème aussi de manque d'accompagnement. C'est-à-dire beaucoup de dirigeants, ils ont des limites. Parce que je prends toujours mon exemple. Quand je débutais, je faisais tout. Je gérais la comptabilité, vu que je suis comptable, je gérais la comptabilité, je gérais le personnel, je gérais les formations, le développement de produits, de services. À un moment, on s'épuise. En tant que dirigeant, surtout si notre objectif c'est la croissance, il faut savoir investir en soi, mais investir sur des personnes. Et aujourd'hui, il faut avoir l'humilité de comprendre qu'en tant que dirigeant, on ne peut pas tout faire. Il faut avoir une équipe autour de soi et donc bien s'entourer pour pouvoir avoir cette croissance voulue. Donc pour moi, c'est les 3 problématiques majeures que je vois et qui finalement apportent quel sous-problème encore? La non-distinction des finances personnelles, des finances de l'entreprise. Le fait qu'aujourd'hui, un dirigeant, entre guillemets, sur 1, 2, 3 années n'évolue absolument pas. Il est toujours dans la même phase. Donc, ils font le tour des incubateurs pour pouvoir faire face à des programmes, avoir des financements. Et finalement, donc, c'est soit l'échec, soit voilà, la stagnation. Donc, et je crois qu'il y a cette citation qu'on dit que, on va dire, qu'une entreprise, ou bien 9 sur 10 entreprises ne survivent pas la première année. Juste pour vous dire en fait que des fois, c'est vraiment profond et la base de ce problème-là, c'est vraiment l'argent. Oui, effectivement. Vous avez parlé de la non-distinction des finances personnelles des finances professionnelles. Quelles sont les erreurs courantes que les dirigeants commettent dans la gestion de leurs finances personnelles? Oui, par rapport à cette non-distinction-là, c'est tout le temps en fait de ne pas déjà se payer un salaire. D'accord. Voilà, de considérer que tout ce que l'entreprise génère, c'est pour vous. Moi, j'ai l'habitude de dire ça. L'entreprise, c'est une entité à part. C'est comme un bébé que vous devez nourrir pour qu'il grandisse. Donc, si dans votre tête, en fait, il n'y a pas toujours cette séparation de moi-même et l'entreprise, il y aura toujours ce problème-là. Donc, c'est faire la séparation, au moins avoir vraiment un compte séparé par rapport à l'activité et avoir aussi des outils de gestion distincts. Parce que finances personnelles et finances d'entreprise, ce n'est pas la même chose. Quand on parle aujourd'hui de finances personnelles, bien sûr, on va parler de budgétisation, donc le budget personnel. Et quand on va parler d'activité, on va parler de budget prévisionnel ou bien budget de trésorerie. Donc faire la distinction entre ces 2 outils-là, et c'est ces outils qu'il faut utiliser pour bien avancer, mais surtout inciter ou bien faire comprendre aux entrepreneurs que le fait de se payer un salaire doit être l'une de leurs priorités. Tant qu'ils n'ont pas fait ce pas-là, tout le temps, le premier réflexe, ce sera de piocher. C'est-à-dire, oui, j'ai de l'argent en caisse, je vais piocher pour ce besoin-là, je vais piocher pour ce besoin-là. Donc, tout revient encore donc, aux questions de mindset. Quand on est un entrepreneur, il faut vraiment avoir un certain développement personnel pour pouvoir se détacher de son activité et bien comprendre qu'aujourd'hui, l'activité doit être capable de me rémunérer. Mais je ne dois pas tout le temps injecter de l'argent dans mon activité. Donc, quand on est dans cette démarche-là, ça nous incite déjà à tout faire pour avoir des systèmes qui sont efficients et efficaces pour l'activité, pour qu'elle soit rentable. Et ça nous permet à nous d'avoir une bonne gestion épurée de nos finances. D'accord. Et d'où la mise en place du budget personnel, la mise en place du budget de trésorerie pour avancer sereinement. D'accord. Nous constatons que beaucoup de dirigeants ont parfois du mal, justement, comme vous l'avez dit, à gérer de manière méthodique leurs finances personnelles. Quels conseils leur donneriez-vous pour équilibrer les finances personnelles et les finances professionnelles? Oui, le conseil que je leur donnerais, c'est d'insister vraiment sur le mindset d'abord. Donc, de bien comprendre que certes, ils ont créé l'activité, mais ils doivent se séparer ou bien se détacher au maximum pour prendre des décisions qui sont rationnelles. Donc, vraiment essayer de séparer le business, que le business ait son propre compte bancaire et qu'eux, ils aient le propre compte bancaire. Ça, c'est le premier pas. En deuxième lieu, peut-être, ce serait voilà, de mettre en place des systèmes. Dès que le système de croyance est shifté, maintenant c'est des systèmes en fait, de budgétisation séparés. Donc l'activité a son système de budgétisation, donc le budget de trésorerie ou bien le plan prévisionnel. Maintenant pour lui, de manière personnelle, avoir son budget.
Et ça l'instruit même à se payer un salaire. Et c'est ça que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. Je peux comprendre, hein, parce que bon, beaucoup de gens peuvent se sentir concernés. Au début, on ne le fait pas. Parce que bien sûr, tout ce qu'on va gagner, on le réinjecte dans l'activité. Mais à un moment, il faut s'imposer de se payer un salaire aussi minime qu'il soit pour avoir cette discipline financière, mais également s'inciter ou bien imposer un rythme en fait, d'affaires à son business pour avoir la croissance voulue. Et finalement aussi, se former continuellement. Ok. Pourquoi se former continuellement? Parce que l'éducation financière, c'est une thématique qui est très vaste. Et chaque personne ou bien chaque problématique avec son propre éducation financière. Donc aujourd'hui, en matière de gestion financière d'activité, il y a énormément de points. Et vous-même, vous pouvez en attester en tant que cabinet d'expertise comptable. Et même en finance personnelle, il y a beaucoup de thématiques. Là, j'ai juste parlé de budgétisation, mais il y a la thématique de l'épargne. Il y a la thématique de l'investissement, il y a la thématique même de la retraite. Donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, il faut se faire former pour mieux se connaître et savoir quelle est la voie à suivre pour mettre en place des systèmes efficients. Et finalement, ne pas lésiner sur les moyens pour se faire accompagner par des experts. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, quoi qu'ils économisent, voilà, dès qu'ils ont un problème, aller taper sur tonton Google ou bien voilà, aller sur YouTube, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ouais. Et voilà, chaque personne avec son métier. Donc, quand on ressent le besoin aujourd'hui d'avoir une certaine croissance pour son business, il faut se permettre d'aller soit communiquer avec un cabinet ou bien avec des experts qui vont vous permettre aujourd'hui d'élaborer un business plan, d'élaborer même un modèle économique qui est viable pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Parce que ça vous économise plus d'argent même que le fait de ne pas le faire. Effectivement. N'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est les questions ou bien les conseils de base que je donnerais au BABA. Maintenant, après, bien sûr, pour chaque cas, avec des conseils plus spécifiques. Oui, bien évidemment. Alors là, on va parler investissement et épargne, justement. Quelle stratégie d'investissement recommandez-vous aux dirigeants pour sécuriser leur avenir financier? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent sur le marché? Dans l'aspect personnel ou professionnel? Je dirais plutôt personnel. Oui, en matière d'investissement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord comprendre ou bien connaître la personne en face de nous, quel est son profil. D'accord. Maintenant, bien sûr, il est tout à fait possible de donner des conseils de base. Donc déjà, avoir une stratégie d'investissement. Et une stratégie d'investissement, elle se base sur quoi? Sur déjà le profit de l'investisseur, mais également votre appétence au risque, également vos objectifs de rendement et le capital qui est là pour investir. Donc aujourd'hui, dès que en fait, vous avez une visibilité sur quel est votre profil, facilement on pourra déterminer une stratégie d'investissement. D'habitude, on parle de stratégie de concentration ou bien de stratégie de diversification. Donc il y en a qui se concentrent juste sur certains types d'actifs et on a d'autres qui vont aller sur plusieurs types d'actifs. Maintenant, en matière d'actifs, il y a ce qu'on appelle les actifs liquides, il y a ce qu'on appelle les actifs immobilisés, il y a ce qu'on appelle les actifs alternatifs. Maintenant, selon le profil qu'on va définir, là, on pourra vous recommander. Maintenant, pour le BABA, la base, vraiment, pour débuter, moi, je recommande aux personnes d'aller sur des actifs qui sont sécuritaires. Donc, soit utiliser des véhicules d'épargne qui sont disponibles par le biais soit de SGI. Donc, par SGI, ce que j'entends, c'est les sociétés de gestion et d'intermédiation. Ça peut être des actions, des obligations, des fonds communs de placement pour injecter du capital, pour avoir des rendements que vous allez connaître. Et on va verser des dividendes. Donc, ça, c'est sécuritaire. Ou bien, vous pouvez également utiliser des véhicules d'épargne bancaire. Mais également, ça peut être limitant parce que tout le monde sait que ce qu'on gagne via la banque, c'est assez limité. Les pourcentages peuvent ne pas trop être intéressants. Donc, finalement, voilà les deux types d'actifs que je vois. Maintenant, pour ceux qui veulent aller sur le plus risqué, même pour le sécuritaire, avant même d'y aller, l'assurance vie également. L'assurance vie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, déjà, ils ne se paient pas de salaire, mais ils ne sont même pas en sécurité. Voilà, ils s'oublient en fait. Finalement, on s'oublie. Donc, il est très important d'avoir une assurance vie pour se sécuriser. C'est un véhicule d'épargne, mais également pour la progéniture. Parce que quand aujourd'hui on souscrit à ce type de contrat-là, on s'assure quand même qu'on pourra transférer la richesse à la génération future. Donc pour moi, ça c'est une bonne stratégie. Maintenant, quand tout est sécurisé, qu'on a quand même un socle de base, là on peut aller sur la diversification. Parce que chaque investissement avec sa réalité. Et moi j'ai l'habitude de le dire, l'investissement c'est comme un jeu de hasard, même si j'aime pas le terme. Soit on gagne, soit on perd. C'est pas tout le temps qu'on va gagner. Donc il faut savoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Donc également, si
la personne veut vraiment aller sur du risqué, aller sur vraiment les placements boursiers. Et là encore, ça incite à la formation continue. Parce qu'il ne faut jamais investir sur des choses qu'on ne comprend pas. Ouais. Et beaucoup de gens le font. Ils vont investir dans des actifs, ils ne comprennent pas en fait la finalité. Et c'est ça qui emporte les pertes drastiques. Donc vraiment être ordonné, définir son profil d'investisseur, comprendre quel est son objectif de rendement. Et sur cette base-là, savoir quelle est la stratégie d'investissement à privilégier. Est-ce que je vais d'abord sur de la concentration, après je vais sur de la diversification pour avoir un portefeuille qui est assez structuré et bien fructueux. D'accord. Alors, on parlait de se sécuriser. Face aux urgences et aléas de la vie qui peuvent toucher les dirigeants, comment les aider à créer un fonds d'urgence efficace? Je me dis que ce sera un ensemble de facteurs à cadrer. Ok. Ce sera déjà, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on en parle, mais cadrer la famille. Donc les cadres, les proches, les personnes qui sont vraiment proches de nous, cadrer également les pairs. Donc il y a ce qu'on appelle la pression des pairs. Et se serrer la ceinture. Parce qu'en matière d'épargne, la réalité est qu'il faudra sacrifier quelque chose pour pouvoir le mettre en place. Donc c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire facilement. Voilà, ils aiment, c'est culturellement, c'est culturel, hein, voilà, nous sommes dans nos réalités, il y a tout le temps des sollicitations, il y a tout le temps voilà, des frais qui viennent alors qu'on n'a rien demandé. Moi je me dis c'est juste déjà apprendre à dire non. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la main qui donne, c'est elle qui doit s'imposer des limites, pas celle qui reçoit. Mais également, bien cadrer son environnement familial et amical, son cercle d'influence, parce que ça influence beaucoup nos décisions financières, qu'on s'en rende compte ou pas. Mais également, faire des choix drastiques en matière de dépenses. Parce que c'est tellement bête quand je le dis, mais beaucoup de personnes, surtout des adultes, ils n'arrivent même pas à faire la distinction entre ce qu'est une envie et un besoin. Oui, c'est vrai. Et des fois, beaucoup de personnes transforment des envies en besoins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en matière d'épargne, si vos dépenses sont supérieures à ce que vous gagnez, mais vous n'allez absolument rien épargner. Effectivement, oui. Donc, ce qui suppose encore ce que je viens de dire, qu'il faut sacrifier quelque chose. Il faut avoir une certaine discipline pour voir quel revenu du budget consomme le plus d'argent pour mettre en place des systèmes optimaux pour réduire. Si on sait par exemple que c'est la nourriture aujourd'hui qui consomme le maximum, est-ce que je ne vais pas préparer les repas, amener ça au bureau pour économiser? Si aujourd'hui c'est le transport, au lieu de prendre le taxi tout le temps, est-ce que je ne vais pas prendre les transports communs qui me permettraient d'économiser un peu ou bien faire du covoiturage? Donc c'est une question d'humilité, de revue et surtout de cadrage à faire. Et ça, c'est seule la personne qui peut se l'imposer. Personne ne peut venir te dire oui, il faut dire non. C'est à toi de comprendre qu'à ce moment-là, clé, tu dois dire non, sinon tu vas être dans un gouffre financier. C'est à toi de savoir, je suis en train de dépenser trop d'argent sur des sollicitations, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai trop dépensé ce mois-là sur cette rubrique-là, il faut que j'essaie de voir comment réduire la ration alimentaire. Et sur cette base-là, vous arriverez à épargner. Et le fonds d'urgence, comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, ça permet aujourd'hui de réduire un certain stress financier. Parce que les imprévus, qu'importe ce qu'on peut dire, ça vient. On ne peut pas prévoir la maladie, on ne peut pas prévoir un accident, on ne peut pas prévoir une réparation inoccupée. Donc aujourd'hui, ce fonds d'urgence-là, il faut que les entrepreneurs en fassent un sacerdoce parce que moi j'ai l'habitude de le dire, l'entrepreneuriat c'est la gestion des urgences. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas de fonds d'urgence, encore votre activité n'a pas de fonds de réserve et que les sollicitations sont là, ça devient un cercle vicieux. Vous êtes tout le temps stressé, tout le temps frustré. Et finalement, même la qualité de votre mental, de vos émotions, en pâtissent. Donc, pour moi, ce sera ça la bonne recommandation. Vraiment essayer de bien cadrer son environnement, ses pairs, sa famille, et surtout se discipliner, serrer la ceinture. D'accord. Alors là, on va parler de la bête noire, d'une des bêtes noires de tous les entrepreneurs. Alors, les dettes. Quelle est votre approche pour aider les dirigeants à gérer et à réduire leurs dettes personnelles? Déjà, avant de s'endetter, d'avoir un plan. Beaucoup de gens vont s'endetter, ils n'ont pas de plan. C'est-à-dire, tu prends une dette, pourquoi concrètement? Déjà, beaucoup de personnes vont s'endetter pour des prêts à la consommation, ce que je ne recommande absolument pas. Mais il y en a qui sont déjà dans ce cercle vicieux-là, donc on ne peut peut-être rien faire pour eux. Mais il faut savoir que l'endettement n'est pas mauvais. Mais le fait d'avoir un manque d'éducation financière et de prendre une dette, ça peut être chaotique. Et c'est ce qui se passe.
Les gens viennent, s'endettent, je prends un prêt de 10 millions, de 15 millions. Ils ne savent pas que ça engage beaucoup de choses. Et qu'en fait, on te parle d'un taux d'intérêt, on va dire, de 5%. Mais en réalité, ce n'est pas ce taux-là que tu es en train de payer. Il y a beaucoup de frais, de sous-frais qui viennent. Oui. Et ça, c'est si vous ne le savez pas, vous allez rentrer dans cette dette-là avec la quotité qu'on va couper, donc le salaire et tout ça. Oui. Il y aura d'autres frais afférents qui vont venir, qui vont vous choquer. Et ce qui fait que ce que vous restera de votre salaire ou bien de ce que vous payez sera tellement minime. Ce qui va se passer, c'est que vous êtes entré de manière formelle dans l'endettement, mais vous allez entrer aussi dans l'endettement informel. Donc, vous allez aller chez un ami. Est-ce que tu peux me prêter un 50 000 francs? Est-ce que tu peux me prêter un 100 000 francs? Donc, tu es endetté des deux côtés. Effectivement, oui. Quand tu es endetté comme ça, ça devient un cercle. Parce que tu dois payer ici. Ça ne suffit pas, tu t'endettes. Ça ne suffit pas, tu endettes. Et tu tournes le cercle. Et tu ne t'en sors plus. Donc, quand tu t'endettes, tu dois t'endetter avec un objectif bien précis. Je prends cette dette-là pour construire ma maison. Je donne un exemple. Je prends cette dette-là peut-être pour payer le personnel, la facturage. Je prends cette dette-là aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. Je prends cette dette-là. Dès que c'est clair, tu étales un plan avec ton conseiller ou bien ton planificateur financier pour voir sur combien de temps tu peux liquider cette dette-là. Et également t'assurer que l'investissement que tu vas faire de cette dette-là va ramener l'investissement initial, mais également avec de l'intérêt. D'accord. Maintenant, si toi, tu sous-évalues déjà l'endettement que tu as pris et que tu dois payer, tu ne t'en sors pas. Donc, c'est ça le premier problème. C'est un problème aujourd'hui de priorité. Donc, il y a cette conception dont vous parliez aussi de l'envie et du besoin qui revient encore. Voilà. Parce que des fois, et je le dis, la banque n'emprunte de l'argent qu'à une personne qui n'en a pas besoin. Est-ce que vous allez voir une banque appeler une personne qui n'a pas de salaire? Non. C'est quand vous avez un salaire, une bonne situation, qu'on vous appelle. Est-ce que vous voulez prendre un prêt pour les enfants? Est-ce que vous voulez prendre un prêt Tabaski, prêt Corité? C'est parce que ça que vous pouvez rembourser. C'est ça. Prêt à la consommation. Et ça rejoint toujours la discipline. Et il faut comprendre qu'il y a une clé aussi qui peut faire la jonction entre finances perso et finances pro. Comment vous gérez vos finances perso aura un impact de comment vous gérez vos finances pro. Comment vous gérez l'endettement perso aura un impact de comment vous gérez l'endettement pro. Donc aujourd'hui, tout revient à la gestion de votre croyance ou bien de votre mentalité, mais surtout aussi à l'impact de ces croyances-là sur votre comportement. Si vous avez des comportements financiers qui sont négatifs, dès que l'argent est là, ça va se calquer forcément sur votre activité. Donc, il faut faire très attention à notre état d'esprit. C'est très important en matière d'argent, mais également sur les comportements qu'on a et quels sont les déclencheurs. Aujourd'hui, l'endettement, il n'est absolument pas mauvais. Pour moi, ça peut être un levier, mais tant qu'on n'a pas une certaine éducation financière, ça peut être en fait un danger parce que vous allez rentrer indirectement dans le cercle vicieux de l'endettement et beaucoup de gens peuvent ne pas en sortir jusqu'à la fin de leur vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dette aussi, c'est un héritage. Si vous laissez une dette et que ce n'est pas payé full, les enfants vont payer ou bien la famille qui reste va payer. Donc, c'est des responsabilités également à prendre en compte pour être sûr que c'est fait de la meilleure des manières possibles. Voilà. D'accord. Quels sont les signes qui indiquent qu'un dirigeant doit reconsidérer sa stratégie de gestion des dettes? Oui, que tout le temps essoufflé. Tout le temps essoufflé, c'est-à-dire tout le temps en cours d'argent, tout le temps stressé. Tout le temps stressé et également tout le temps, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'importe le quota d'argent qu'il a, ça ne suffit absolument pas. Donc tout revient à l'émotion. Dès que la personne sent qu'il est tout le temps essoufflé, financièrement parlant, qu'il n'a plus le contrôle, que vraiment il y a un stress qui est pesant, c'est-à-dire que là l'endettement a pris le dessus. Et ça, sur le long terme, ça a des impacts sur la santé mentale. Sur la santé émotionnelle, même la santé physique. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'employés aujourd'hui, ou bien d'employeurs, ont remarqué ce stress financier auprès de leurs employés. C'est réel. C'est pourquoi ils demandent des acomptes sur salaire, des avances sur salaire tout le temps. Effectivement. On va parler éducation justement et formation. Quelle importance accordez-vous à l'éducation financière continue des dirigeants?
elle est primordiale. Elle est primordiale dans le sens où chaque dirigeant souhaite voir son entreprise en meilleur positionnement à chaque fois. Parce que si par exemple une entreprise a été créée en 2020, elle aimerait bien se voir en 2024 ou bien en 2025 dans un niveau plus élevé. Et pour arriver à ce stade-là, c'est énormément de pas à faire, énormément de mécanismes à mettre en place. Et à chaque pas, il y aura en fait des aspects financiers qui vont venir que le dirigeant forcément ne pourra pas maîtriser. Je vais prendre un exemple terre à terre. Imaginons une start-up aujourd'hui qui a été créée en 2024, qui a de l'intérêt, qui commence à avoir une traction et tout ça, veut lever des fonds. Est-ce que cette personne aujourd'hui, même en tant que dirigeant, il a l'ensemble des aptitudes pour lever des fonds? Est-ce qu'il comprend même la structuration des levées de fonds? Est-ce qu'il comprend les différentes séries qui existent, série A, série B et tout ça? Donc, c'est des choses aujourd'hui qui permettent, quand une personne a l'éducation financière, lui permettent de se préparer en amont, d'avoir une planification financière sur le long terme. Donc, pour moi, l'éducation financière doit être continue à chaque fois, selon la phase sur laquelle l'entrepreneur ou bien le dirigeant est, pour lui permettre non seulement de bien positionner sa structure, mais également d'anticiper. D'anticiper, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis à cette phase A, si je veux aller à cette phase B-là, de quoi j'ai besoin? Comment planifier pour atteindre cet objectif-là? Donc, c'est une nécessité et ça va permettre sur le long terme d'assurer la viabilité de votre activité. D'accord. Alors, chers dirigeants, chers entrepreneurs, formez-vous. N'est-ce pas? Alors, quelles ressources ou formations spécifiques recommandez-vous pour améliorer les compétences en gestion financière? Oui, des ressources de formation. C'est-à-dire? Les ressources, soit des ressources, peut-être des livres que vous pouvez suggérer, ou des formations spécifiques que peut-être vous faites. Oui, ça dépend. Aspect personnel ou professionnel? Là, on va dire les deux. Oui. D'accord. Parce que c'est lié un peu. Oui, c'est lié, ouais. Donc, nous, en fait, nous organisons beaucoup d'ateliers à direction des entrepreneurs, donc la finance pour non-financiers. Oui. Voilà, parce que beaucoup d'entrepreneurs, vu que des fois, je suis invitée à être membre du jury dans plusieurs concours, ils se permettent de me dire non, je ne suis pas le financier de l'équipe. Je leur dis, même si tu n'es pas le financier de l'équipe, tu dois maîtriser les chiffres de ton activité et bien me les expliquer. Donc, c'est pourquoi nous avons développé ce programme-là qui permet à ces personnes-là de développer des aptitudes de gestion financière, mais également lire beaucoup. Il y a énormément de ressources, je ne vais pas les citer comme ça, mais des ressources de livres, des livres en tout cas qui sont disponibles en finance, que ce soit en gestion de finance, que ce soit en comptabilité de base, que ce soit également en comptabilité analytique, c'est très important, qui permettrait, n'est-ce pas, de mettre en place des systèmes efficaces. Et également des outils de gestion. Quand je parle des outils de gestion, ça peut être sur Excel ou bien des applications. Mais surtout avec Excel, ça peut être un bon début pour quand même avoir une visibilité sur les finances de sa structure. Donc moi, je dirais que les ressources, ce seraient vraiment des livres que je recommanderais. Des livres en comptabilité et gestion financière, mais également des formations que nous proposons. Également des services d'accompagnement personnalisés, des conseils. Et finalement aussi se rapprocher des cabinets. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette réalité de l'accès aux problématiques, du moins de l'accès au financement de beaucoup d'entrepreneurs. Et l'un des critères à chaque fois, c'est d'avoir une succession d'états financiers, un état financier sur 2 années certifié. Ils ne l'ont pas. Et ils ne s'imposent absolument pas ça. Moi, je leur ai dit, mais vous devez vous tuer pour avoir ça. Parce que même à un certain niveau, pour avoir l'accès au marché public, pour vraiment se développer, il faut être formel, avoir ces états financiers. Ça vous aide parce qu'après, il y a ce qu'on appelle les 3 axes de la gestion financière. La trésorerie, la comptabilité et la gestion financière. Ces 3 piliers-là vous permettent de faire l'analyse financière. Et l'analyse financière, comment vous pouvez le faire? Avec vos états financiers en bonne et due forme, parce que vous pourrez calculer des indicateurs, que ce soit des ratios de solvabilité, que ce soit des ratios de rentabilité, des ratios d'autres types de ratios. Ça vous permettra d'avoir une maîtrise de votre activité. Donc, ce serait le conseil que je donnerais, vraiment. Et je crois que beaucoup d'experts maintenant sont disponibles pour pouvoir vous fournir l'accompagnement pour. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques exemples de bonnes pratiques financières que vous avez observées chez les dirigeants? Oui, mais on a certains, dès le début, ils ont externalisé la gestion des finances.
Donc, ça a beaucoup aidé parce qu'eux, ce qu'ils font, c'est que vraiment, maintenant, ils se concentrent sur la gestion de leur activité, pas la gestion financière. Et tout est bien structuré, bien organisé. Donc, il n'y a pas moyen de tout le temps venir piocher, etc. Et tout. Une autre pratique, c'est le suivi régulier des dépenses, surtout pour ceux qui débutent. Il y en a qui débutent, ils vont juste prendre un manuel. Et il faut comprendre que le secteur informel au Sénégal pèse très lourd. Et vu que nous accompagnons, nous avons vu que, par exemple, pour ceux qui travaillent dans le secteur informel, ils s'imposent maintenant une discipline. Soit ils ont un cahier, soit ils utilisent leur téléphone pour suivre régulièrement ce qu'ils réalisent. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça permet de collecter la donnée financière pour pouvoir interpréter. Également, ce qui peut ne rien avoir à voir avec la thématique de la finance, j'ai remarqué que beaucoup de dirigeants aussi se forment beaucoup, s'auto-forment. Ils lisent beaucoup, voilà, ils essaient de s'intéresser à ça et également ils se forment beaucoup. Voilà. Donc il y a cette notion tout le temps de gratuité qui pose problème dans la communauté africaine. On va avoir accès à des ressources gratuitement, etc. Il faut comprendre que c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont beaucoup à gagner à investir dans leur formation parce que ça peut leur permettre en ce qu'ils doivent réaliser en 3 années de le réaliser en 1 année, juste par la formation. Donc ça, c'est les bonnes pratiques que j'ai vues vraiment. Le suivi régulier des dépenses, le fait d'utiliser des outils, le fait de lire beaucoup aussi, le fait aussi de se faire accompagner. Pour moi, ça peut être des clés essentielles pour améliorer la gestion des finances personnelles comme professionnelles. D'accord. Comment nos auditeurs peuvent-ils vous contacter ou en savoir plus sur vos services? Oui, ils peuvent nous contacter directement sur notre numéro commercial WhatsApp, donc le 117 856 15 79. Également sur notre site web, www.theuptribe-co.com. Également sur les réseaux sociaux. Donc, moi, personnellement, s'ils veulent discuter avec moi, ils peuvent aller sur LinkedIn. Donc, Maria Mendiaye, communément appelée The Money Coach. Ou bien sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, voilà, @theuptribe. D'accord. De toute façon, nous allons partager tous vos réseaux. Alors, merci beaucoup Mariama pour cette discussion enrichissante et pour avoir partagé vos précieux conseils. Votre expertise et vos insights vont certainement aider nos auditeurs à mieux gérer leurs finances personnelles comme professionnelles. Alors, à nos auditeurs, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé cette session utile et inspirante. N'oubliez pas de suivre Mariama et The Uptribe pour plus de conseils et de ressources sur la gestion financière. À très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast On fait le point. Merci.